la crise. Il m'a dit ainsi. La crise, c'est quelque chose, c'est comme en Éthiopie. Ils n'ont pas à manger, c'est la sécheresse. Tu vois leurs os tous parce qu'ils n'ont pas à manger. Et si ça continue, c'est ce qu'ils vont avoir avec nous. Alors je commence à diminuer. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup, et maintenant, je commence à arrêter de manger. Je laisse tout pour mes parents. Parfois, j'essaye d'aborder le sujet. Ils disent, t'es trop petit pour parler de ça. Oh non, on reparlera de ça après. Plus tard, on dit toujours plus tard, quand tu seras plus grand. Ils rapportent toujours les choses à un autre moment. On se fait des idées dans la tête. Alors on devient... Mais je trouve que si on dirait la vérité, ça irait mieux, on serait... Moi, je serais rassuré, sûr. Tandis que si on ne dit rien, on peut penser n'importe quoi. Si on avait dû donner de l'argent en banque, avec moi, c'était non. Le monde de la finance libérale est un canard qui court sans tête. Ma conviction est faite, il faut changer le système. Nous, ça fait des années que nous demandons d'avoir une régulation beaucoup plus forte et remettre nos politiques pour encadrer l'économie. Quand on aura réussi cette mission-là, on verra sur les responsabilités et surtout sur des changements dans le système lui-même. La spéculation financière, le libéralisme économique à outrance, regardez les résultats. Jeff est tout seul, il va disparaître. Jeff, c'est le logo du Crédit Communal. Dès lundi, la nouvelle enseigne laissera apparaître le nom de Dexia Bank. Une page se tourne. Le Crédit Communal avait été créé au siècle dernier pour protéger l'État de la puissance des banques privées. Pierre Istas. Effectivement, le Crédit Communal a été créé en 1861, il y a 140 ans, par le libéral Walter Frère-Orban. Il voulait protéger les communes et l'État de la voracité des financiers de l'époque. C'était une institution détenue à 100% par les communes, sans transition énorme. On s'est levé un certain matin en 96 comme étant coté en bourse. On est passé d'une structure où les communes qui participaient au crédit communal exerçaient un rôle direct de contrôle et étaient financées par le crédit communal à une banque privatisée qui change complètement de logique. Même si l'actionnaire majoritaire restait encore des institutions publiques, le fonctionnement était déjà celle d'une banque privée avec la volonté de rechercher le plus de profit possible et dans ces conditions-là d'aller jouer sur les marchés de la haute finance. Le Crédit Communal change de peau et de couleur, définitivement. Ce soir et demain, les 12 000 membres du personnel participeront à une soirée d'explication sur le changement de dénomination et d'état d'esprit. Le Crédit Communal devient Dexia, mais au fond, que signifie Dexia? Dexia ne veut rien dire. Ce n'est pas un peu gênant? Non, pas du tout. Comme ça, on ne fait pas d'association. Ou... La seule chose qu'on nous a un jour reproché, paraît-il, mais je n'en sais rien, c'est qu'en grec, ça signifie droite. Comme vous le savez, Dexia a 3 métiers. Un de ces métiers, c'est le financement des équipements collectifs et des services financiers aux communes, régions. Et nous étions leaders en Europe. Il y a le Pierre Richard qui était en fait un fonctionnaire type
avec un parcours d'un fonctionnaire qui devient banquier. Et donc ce type, avec une mission personnelle assez importante, avec un but clair, avec une force de conviction assez élevée, lance l'ensemble, en fait, sur une aventure mondiale. Le problème des banques belges, donc, et de Dexia en particulier, c'est que normalement, leurs comptes et leur financement reposent sur l'épargne et le dépôt de 11 millions de Belges, de fait. Ce qui est évidemment beaucoup moins que les 300 millions d'Américains, que les 80 millions d'Allemands, que les 60 millions de Français. Pour satisfaire ces actionnaires privés devenus dominants, elle va prendre toute une série de risques et se lancer dans des activités complètement différentes de son métier de départ. Donc elle va faire des investissements aux États-Unis, acquérir une institution financière aux États-Unis, il a fait ça, et se lancer en plein dans l'achat massif de produits structurés. Dexia, ex-Crédit Communal, ex-Crédit Local de France, passe à la vitesse supérieure. Il vient d'annoncer d'un seul coup 2 investissements majeurs et d'abord plus de 100 milliards aux États-Unis dans une société de crédit aux collectivités locales. Maintenant, nous sommes vraiment le leader mondial du public finance, comme on dit, c'est-à-dire du financement public. Dexia a atteint un volume d'actifs de quasiment 1000 milliards, si on prend le périmètre large de Dexia, c'est-à-dire 3 fois le produit intérieur de la Belgique pour Dexia seul, avec donc un bon rendement pour les actionnaires. Et en plus, comme dans les actionnaires, il y avait les communes, parce qu'il y avait le holding communal, on leur disait... fermez les yeux sur ce que fait Dexia, l'important c'est que ça vous rapporte. Dexia, c'est un profil assez particulier, assez politique et public. Les actionnaires, Arcofin, le bras financier du mouvement ouvrier chrétien. Il y a aussi le holding des communes ou encore l'assureur Etias et d'autres actionnaires institutionnels. Quant aux actionnaires particuliers, ils sont minoritaires. Moralité, l'actionnariat, ce sont surtout des grandes institutions, c'est censé être plus stable. Alors, si on résume Dexia en chiffres, présent dans 37 pays, 5,5 millions de clients particuliers et un patron élu manager de l'année 2006. Richard a introduit Miller, qui était un avocat. Il savait très bien comment il fallait expliquer aux analystes boursiers quels étaient les plans et les ambitions. Mais dans la réalité, on prenait des risques qui n'était pas tout à fait compris pour atteindre ses objectifs. Axel Miller, c'est la fulgurance, c'est la vitesse. À un moment donné, en 2006, moi je me pose la question, jusqu'où est-ce qu'on peut aller si le marché tourne, donc si la valeur de nos investissements diminue, on risque de tomber faillite. Dexia dans la tourmente, le titre a perdu 23% ce matin. La Banque des communes est à son tour victime de l'incertitude qui règne sur les marchés. En 2008, pas mal de banquiers étaient dans la situation du joueur complètement pris dans sa logique du joueur. Il est à 3 heures du matin, il a tout misé, il a perdu et il s'est redit je vais encore emprunter et je vais jouer quitte ou double et je vais essayer de me refaire. On est arrivé dans un système où on est un peu dans une énorme économie casino sur lequel on met des chips sur la table un peu sur tout et n'importe quel actif. Ce système a bien entendu une limite. Et rappelez-vous, ce système est récent. Ce système est en train de prendre des dimensions considérables et ce système n'est pas testé. Les banquiers savent que les gouvernements vont intervenir si une faillite est inévitable. Qu'est-ce qui va arriver? Restons confiants, les États ont toujours la main. Ils peuvent toujours intervenir in fine et intervenir relativement rapidement. Ils sont en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, ce système n'est fondamentalement plus sous contrôle. Les valeurs bancaires dégringolent. Fortis, sauvé par le gouvernement hier, voit son action chuter de 24% aujourd'hui. Voilà maintenant Dexia, malmené depuis des mois, qui culbute. L'action a perdu presque un tiers de sa valeur en un jour. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le montage financier que vous organisez pour aider Dexia ?
Ce que nous faisons, en fait, c'est tenter de garantir 100% de l'épargne en permettant la poursuite des activités des institutions financières. Dans un marché, on le voit partout autour de nous, en très grande difficulté. L'État a, au nom des déposants, est intervenu pour pouvoir sauver la banque, mais en réalité, ce n'est pas les déposants qui l'a sauvé essentiellement, c'est les banquiers. On continuait avec des joueurs complètement dans une logique de on va se refaire, et donc on continue à utiliser l'argent qu'on nous apporte dans une logique de profit à court terme pour essayer de se sauver. J'étais là, impliqué dans le déroulement de cette affaire. Le 30 septembre, il y a le sauvetage de Dexia, la demande au gouvernement de mettre 6 milliards de capital, de fonds propres. L'État belge a injecté du capital dans Dexia, mais il n'a pas pu le prendre dans sa trésorerie habituelle. Il a emprunté pour ça. Et donc il a vendu des titres de la dette publique belge. À qui? À des institutions comme Dexia, qui ont acheté des titres de la dette publique. Donc on a remis de l'argent à Dexia pour la sauver, et ensuite on a emprunté à Dexia et à d'autres banques comme BNP Paribas Fortis, ce qu'on venait de leur donner. Bonsoir. Pourquoi démissionner? Avez-vous commis des erreurs? Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. On vit une crise aujourd'hui dans le secteur bancaire qui est extrêmement grave et qui inquiète énormément de gens. Les clients sont inquiets, les contribuables sont inquiets des contributions qui sont faites au secteur bancaire. On a une série de problèmes d'ordre plus général qui dépassent les individus qui se posent. En gros, est-ce qu'il est normal qu'on ait un système dans lequel on privatise les profits, dans lequel on mutualise les pertes? Si demain le groupe Dexia décide de se séparer de vous, vous toucheriez plus ou moins 3 000 euros? L'équivalent de 2 ans de rémunération fixe et variable, oui. Donc plus ou moins 3 000 euros, on va dire alors. 3 000 euros. 3 millions d'euros, pardon. Donc plus ou moins 3 millions d'euros. Excusez-moi. Donc en fonction On n'est pas à la RTBF, madame. C'est vrai qu'il y a eu une fête boursière pendant plusieurs années et tout le monde n'était pas à la table et qu'aujourd'hui tout le monde... que les banques faisaient beaucoup de bénéfices. Voilà, et aujourd'hui tout le monde doit participer au grand nettoyage qui suit le banquier. C'est immoral? C'est immoral? Non, c'est que nécessité fait loi et que la collectivité a eu à défendre un intérêt collectif qui est le mot confiance. Il y a certainement une crise de confiance qui vient des États-Unis et certaines banques ont été fragilisées. Alors je crois que face à cette situation, on peut dire que le gouvernement, et notamment le ministre des Finances, a réagi avec sagesse et soin, dans la mesure où il fallait restaurer la confiance, il fallait en même temps apaiser et soulager les épargnants. Il fallait intervenir. Effectivement, c'était une décision empreinte d'une grande sagesse. Il fallait intervenir pour éviter que la facture ne soit plus lourde encore demain. Le gouvernement a très clairement pris la responsabilité et j'espère que tous les médias, dans les jours qui viennent, vont contribuer à créer la confiance dans ce pays. On va y venir. On va y venir. Et j'espère que tous les médias, dans les jours qui viennent, vont contribuer à créer la confiance dans ce pays. Allez voir les conditions, à condition d'avoir confiance. Et cette confiance est-elle encore présente? Oui,
A priori, oui. On a dit que nous ne laisserions personne dans les difficultés. Je l'ai dit avant le week-end, on le répète aujourd'hui. Je crois qu'il faut perfectionner la machine, il ne faut pas la casser. C'est comme si on voulait jeter la démocratie sous prétexte qu'il y a des gens incompétents dans tel ou tel gouvernement ou telle ville. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire à la population, vous avez eu confiance dans les institutions doivent vous donner confiance. Je viens de proposer aussi au gouvernement de désigner le ministre d'État Jean-Luc Dehaene comme président du groupe Dexia. Jean-Luc Dehaene, il ne marche pas, il fonce. Il sait prendre des décisions rapides et importantes. Sa faculté de travail et d'analyse est énorme. Il comprend tout plus vite que tout le monde. Jean-Luc Dehaene peut tout à fait faire cela. Et puis un banquier d'exception, Pierre Mariani, en discussion aussi avec le gouvernement français, qui vient de BNP Paribas et qui, je crois, peut faire un excellent patron du groupe. Pierre Mariani et notre ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, déjà sur la balle. Il est très très motivé. Pas seulement parce que Dexia porte les couleurs du club de Bruges, mais parce que vraiment il veut faire un bon job. Jean-Luc Dehaene, Premier ministre, dans le cadre d'un gouvernement où il y a les libéraux et les socialistes et les chrétiens, privatise le crédit communal, en fait Dexia, avec toutes les dérives que ça amène. Et en 2008, on sauve Dexia en évitant de mettre Dexia en faillite. Parce que si on met Dexia en faillite, ça peut ouvrir la possibilité de procès en justice. Il faut que les administrateurs, s'il y a une faillite, rendent des comptes sur leur gestion. Moi, si je fais un peu d'histoire, je m'aperçois qu'en 96, quand on fait la fusion de cette grande banque, c'est lui qui pilote la manœuvre. Je m'aperçois que c'est lui qui pilote la manœuvre quand il vend la Sabena aux Suisses. Je m'aperçois que c'est lui qui est le principal vendeur des produits de l'Ernotte et Hospi. C'est aussi une faillite. Je ne suis pas né en politique. Je n'ai jamais compté mourir en politique. Et j'estime que je suis assez jeune que pour me rendre utile dans d'autres domaines. Tout ça est tout à fait lamentable, voire scandaleux par rapport à ce que doit être un État démocratique où il doit y avoir non seulement une séparation des pouvoirs, mais une séparation évidemment entre le monde de la finance et le monde politique. Le monde politique doit être redevable face aux citoyens qui l'ont élu, et pas redevable devant les banquiers qui ne représentent qu'une poignée de la population. La confiance. De confiance très fort. Il témoigne de toute sa confiance. Remplissant ainsi la confiance. Les émissions et le financement de Dexia seront assurés à partir d'octobre 2010 sans garantie des États. Dexia et KBC étaient les deux banques belges soumises au test de résistance appliqué par le comité des régulateurs bancaires européens. Elles ont réussi l'épreuve, comme la plupart des 91 banques européennes testées. Les marchés peuvent se fier à ces tests. N'oublions pas que ce sont les institutions européennes qui engagent leur crédibilité là-dedans. Il ne faut pas imaginer non plus que ce soit un pur jeu de marketing en disant tout va bien et qu'on s'amuse à mettre des hypothèses particulièrement gentilles. C'est l'histoire d'un rachat, l'histoire d'un sauvetage pour certains. Les autorités belges rachètent Dexia Belgique. Au beau milieu de la nuit dernière, le conseil d'administration de la banque s'est engagé à vendre la branche belge. 4 milliards d'euros sont sur la table. On est en octobre 2011. Le week-end du 8-9 octobre, il y a réunion de crise pour voir comment sauver Dexia, qui est au bord de l'explosion. Et le 10, il y a une série de mesures qui sont annoncées. Alors, parmi ces mesures, il y a la vente de ce qui est à l'époque Dexia Banque Belgique, qui est aujourd'hui devenu Belfius.
Didier Reynders le brandit comme un trophée, l'accord signé par les administrateurs de Dexia. Il est 3h30 du matin, c'est officiel, l'État belge va racheter 100% de Dexia Bank Belgique. Ce qui intrigue directement mes clients à l'époque, c'est le fait que, évidemment, on parle beaucoup dans la presse de Dexia, de cette question du sauvetage, mais tous les projecteurs sont braqués sur la question du rachat de Dexia Bank Belgique et le prix de rachat. Est-ce que la Belgique a fait une bonne affaire? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise affaire? Qu'on comprenne bien, ces 4 milliards, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que finalement Dexia valait plus cher? On peut dire que l'État a fait une bonne affaire? Je crois que c'est un bon prix parce que j'entendais encore beaucoup de spécialistes sur les plateaux et je les lisais dans la presse hier annonçant un prix entre 3 et 8 milliards d'euros. Le rachat de celle qui s'appelle désormais Belfius coûte à la Belgique 4 milliards d'euros. La Commission européenne critique le prix de ce sauvetage. Surévalué, dit-elle, la Belgique a payé entre 1 à 2 milliards de trop pour le rachat de la banque. En creusant un petit peu la question, mes clients se rendent compte que la garantie a été donnée, mais pour un montant potentiel de 90 milliards d'euros, plus intérêts et accessoires, 90 milliards d'euros pris en charge à raison de 60% par l'État belge. Et donc, quand on fait la comparaison, on est en train de discuter du prix de rachat de Dexia Bank Belgique pour 4 milliards, mais il n'y a pas véritablement de débat sur cet engagement pour une question de 54 milliards. En négociant le sauvetage de Dexia avec le Luxembourg et surtout la France, la Belgique n'a pas eu le choix, elle a dû prendre la plus grosse part du risque. Principalement des obligations ou des prêts à long terme, la valeur de ces actifs et donc le risque encouru par la Belgique sont encore difficiles à définir. Alors, en creusant encore un petit peu plus, on se rend compte que c'est un arrêté royal qui a été adopté le 18 octobre 2011 et on se rend compte aussi que cet arrêté royal est excessivement sommaire. Il y a à peine une page, il y a encore énormément de questions qui restent en suspens et qui devront être réglées par le ministre des Finances. La constitution belge, les lois du peuple belge ne permettent pas à un gouvernement, encore moins un gouvernement démissionnaire, de prendre une décision qui engage de telles sommes d'argent. À l'époque, il s'agissait de 50 milliards d'euros de garantie, c'est-à-dire 15% du produit intérieur de la Belgique. Une somme absolument fantastique. C'était vraiment nos droits de parlementaires, notre responsabilité par rapport à la population qui avait été bafouée. La population nous donne un mandat, celui de gérer l'argent de l'État. Eh bien, on n'est plus en capacité de le faire à partir du moment où le gouvernement décide tout seul de nous engager pour des dizaines d'années. La séparation des pouvoirs, c'est vraiment un principe de base de la démocratie. Donc on a 3 pouvoirs principaux qui sont le pouvoir législatif, c'est le Parlement qui vote les lois. On a l'exécutif qui exécute les lois, donc c'est le gouvernement, et on a le judiciaire qui applique, qui contrôle l'application des lois. Donc dans la Rome antique déjà, cette division existait de manière à protéger les libertés individuelles et protéger une certaine idée de la démocratie. Et on pouvait y faire exception à ce principe de la séparation des pouvoirs, c'était quand la République était en danger. Et dans les cas de crise ou de situation extrême, un des magistrats, c'est-à-dire un des membres de l'exécutif romain, pouvait demander les pleins pouvoirs et dans ce cas-là devenir dictateur. Face à un acte illégal que peuvent faire des citoyens ou des associations de citoyens, c'est d'aller devant le Conseil d'État pour faire annuler, faire abroger un acte illégal. Donc il s'agissait de faire abroger l'arrêté royal décrétant
l'octroi de garanties pour 50 milliards. À l'époque, on a décidé de déposer un recours. C'est pas une pratique courante. D'habitude, le parlementaire, il essaie de contrôler l'action du gouvernement au Parlement. Mais parce que justement, ici, c'est les droits du parlementaire qui étaient lésés. Parce qu'on a été privé d'un de nos pouvoirs, qui est le pouvoir de faire le budget, de décider comment l'argent de l'État va être affecté. Merci. Et le Conseil d'État a été saisi d'un recours qui est dirigé contre l'arrêté royal du 18 octobre 2011, octroyant une garantie d'État à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA. Lorsque vous devez aller dans des marchés financiers, lever des sommes très très importantes, et que vous devez expliquer à des investisseurs, pas nécessairement belges, que l'acte qui habilite l'État belge à garantir les emprunts de Dexia, et que l'État belge est le principal garant, puisqu'il en a la partie la plus importante, fait l'objet d'une contestation judiciaire devant les juridictions administratives en Belgique, c'est un message que vous ne pouvez pas présenter. Vous ne pouvez pas lever des fonds dans des conditions comme ça. La procédure judiciaire, avec tout le mérite qu'elle a, n'est pas compatible avec un accès au marché financier. Il fallait donc, d'une manière ou d'une autre, trouver une solution pour mettre fin à cette procédure judiciaire. Membres ont pris part au vote, 80 soutiennent la motion, donc ça fait 39 du vote. Nous voyons très peu dans ce cas-ci, mais c'est le cas dans d'autres circonstances aussi, quel est le rôle réel de contrôle du Parlement sur le gouvernement. Les décisions stratégiques sont prises par un nombre certain de personnes. Et ensuite, les institutions ne font plus qu'en général entériner ces choix. On le voit ici dans le cas des Dexia. Il nous semble que l'intérêt général est manifestement négligé, bafoué, et que ça n'a pas été contesté par pratiquement aucun parti qui était au pouvoir, et la coalition qui était au pouvoir était quand même assez diverse. Dans tous ces partis-là, avec le temps, il y a une certaine uniformisation à certains cadres duquel il est malheureusement difficile de sortir. Il y en a qui disent stop. Je l'ai lu sur Internet, stop. Ben oui, si c'est stop, on va demander 44 milliards de garanties à exercer par notre pays. C'est de la folie à l'état pur. Je ne comprends même pas comment certains peuvent s'avancer sur un terrain comme celui-là et faire croire aux citoyens qu'on peut se débarrasser d'un dossier aussi lourd et aussi dramatique comme ça en disant « vous n'avez qu'à faire ça ». On nous assène, on nous répète à satiété que nous sommes en démocratie. D'un autre côté, dans le même temps, le même jour, les mêmes personnes parfois nous disent aussi que les politiques, les États sont sous un petit peu la coupe et l'influence de la finance et des pouvoirs de l'argent. Mais si c'est le cas et que nos politiques sont guidées par les pouvoirs de l'argent, on doit en même temps bien en tirer la conclusion que nous ne sommes pas, sur certains aspects importants, en régime démocratique. On peut être révolté par rapport au comportement des banques et la politique ultralibérale, mais lorsqu'on est un politique responsable, on s'engage pour essayer de sauver les meubles. Je suis peut-être le gardien du temple, mais je suis aussi un pragmatique et un réaliste. Et quand il y a une situation d'urgence comme elle se présentait avec cette crise-là, il a fallu que le gouvernement puisse réagir vite. Ça reflète une vision, ça reflète une position politique selon laquelle, finalement, le Parlement est dépassé
sur toutes ces questions. Le Parlement est dépassé et seul l'exécutif pourrait encore, parce qu'il est suffisamment souple, parce qu'il est suffisamment rapide, seul l'exécutif pourrait encore intervenir lorsque les marchés le nécessitent. C'est évidemment une position que ne partage pas ATTAC, que ne partage pas le CADTM, que ne partagent pas les parlementaires qui sont intervenus, puisqu'elle revient finalement à confisquer complètement la démocratie dès que des questions financières importantes sont en jeu. Mes clients estiment avoir remporté une victoire démocratique en ayant renvoyé ce dossier du côté du Parlement. Malheureusement, pour eux, ce n'est une victoire que sur la forme, puisqu'il n'y a pas eu de débat. Monsieur Kuhn, le gouverneur de la Banque nationale, indiquait que le Premier ministre ne savait pas ce qu'il y avait dans Dexia lorsque la garantie avait été accordée en 2011. Monsieur Mariani a été interrogé, il a fait état d'un hors-bilan de plus de 900 milliards d'euros. Monsieur De Keulener a dit qu'il avait entendu parler de montants de 900 milliards, de 1200 milliards, de 1500 milliards d'euros. Tout ça n'a pas fait l'objet d'un débat au Parlement, mais les parlementaires ont pris leurs responsabilités. Et ce n'est pas ici que je vais mener ce débat. Cette loi non écrite, finalement, que c'est toujours la population qui payera si la spéculation tourne mal, c'est un des rouages, c'est un des moteurs du bénéfice des banques. Ce qu'on attendait du Parlement, c'est qu'il permette un débat et que le débat du Parlement reflète un débat qui devait ensuite se tenir dans l'ensemble de la société civile et chez l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire que la contradiction d'opinions diverses au sein du Parlement aurait dû permettre une prise de conscience de ce qui était en train de se passer et permettre l'organisation d'un large débat public sur ce qu'il en était de ces garanties. En octroyant la garantie comme elle a été octroyée de façon tellement large, sans imposer de conditions drastiques, finalement, le gouvernement envoyait un message aux banques en disant « Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours là pour intervenir, nous sommes toujours là pour vous couvrir ». Et donc ça veut dire qu'il y a des comportements hyper risqués qui ne sont pas sanctionnés, mais qui sont couverts. Et donc, pour le futur, ça n'invite pas vraiment à tirer les leçons de la crise. Alors la garantie a justement pour but d'éviter un risque systémique, mais on peut se demander si, en envoyant un message comme celui-là aux banques, on ne crée pas justement un risque systémique. Zie ons hier nu zitten. We zijn diep gevallen. Hoongelach is ons deel omtrent dit rapport dat we hier vandaag verdedigen. En dat raakt me. Vandaag is het duidelijk dat velen van de meerderheid dit nauwelijks iets kan schelen. Een grote bank is gestrand en 3 jaar later nog eens. Het veroorzaakt in dit parlement nauwelijks een echte rimpeling. Au moment où on avait demandé d'éclaircir tout ce qui s'est passé dans Dexia, la majorité a fait tous, mais vraiment tous, pour éviter qu'une commission d'enquête qui était l'option la plus logique serait installée. Il faut respecter aussi les rôles de chacun. Je crois que certains, par exemple, dans le Parlement, sont souvent prompts à demander des commissions d'enquête.
commission d'enquête sur ceci, commission d'enquête sur cela. La majorité a mis un veto parce que ça, c'était la partie qu'ils ne voulaient pas dès le début, en 2008-2011. C'est la même chose. Ils ont fait tous pour éviter que les liens entre la politique, les partis Dexia et ce qui s'est passé dans ces banques étaient expliqués au public. We staan vandaag voor 54 miljard euro borg voor een restbank die op haar laatste restje adem trapt in een omgeving zonder lucht. 54 miljard euro, 15% van ons bbp, voor het gros van dingen die erin zit, 40 jaar. De komende 40 jaar en zelfs tot 70 jaar voor bepaalde elementen van die bank. En hoe je het ook draait of keert, zelfs al ben je de eeuwige optimist, het is zonneklaar voor iedereen vandaag dat aan het Dexia-dossier voor ons land geen goede kant meer is. There is no silver lining. Leterme en Reinders hadden het bij het verkeerde eind en hebben onze bevolking praatjes wijsgemaakt toen ze dat hier met grote woorden in dit parlement kwamen verkondigen. Quel était son propos? C'était qu'elle aurait voulu une commission d'enquête. Elle avait l'impression qu'une commission d'enquête devant laquelle les gens qui étaient invités pour y être interrogés et qui auraient dû alors prêter serment de dire la vérité, ça aurait eu plus de poids et ça aurait amené plus de vérité qu'une commission spéciale. Une série d'interventions qui ont été faites devant la commission laisse complètement songeur, notamment une intervention de Luc Koen, qui est le directeur de la Banque nationale de Belgique, qui a expliqué qu'au moment où la garantie avait été donnée en octobre 2011, le gouvernement ne savait pas ce qu'il garantissait, mais il a expliqué tout de go que c'était tout à fait normal parce que cette information était réservée aux actionnaires. Le gouverneur national nous dit « Je ne peux pas répondre à votre questions qui sont extrêmement logiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Belgique savait pas qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous répondre, sauf dans une situation où vous m'enlèvez de toutes mes obligations légales. Et voilà, ça veut dire qu'il y a un seul moyen de le faire ça, c'est par une commission d'enquête. Je pense que c'est quand même délicat de devoir faire confiance à des gens qui sont juges et partis, qui se trouvent dans une situation où finalement on n'est pas sûr qu'ils ne privilégient pas leurs intérêts personnels sur l'intérêt collectif. On a en tout cas une forme de flou artistique qui nous empêche de savoir si au moment où ils prennent ces garanties, ils ont vraiment la volonté de protéger l'État belge ou s'ils n'ont pas aussi la volonté de protéger leur image politique et même se protéger d'éventuelles actions en responsabilité civile ou pénale. Mais pourquoi les Belges doivent-ils à nouveau payer pour des erreurs dont ils ne sont pas responsables? C'est un peu ça la teneur des messages qui nous sont parvenus jusqu'ici. Peut-être que la tendance changera. Je peux vous dire qu'on a scanné tout ça en long et en large. Moi, vraiment, ce que je recherche et ce que je l'ai fait d'ailleurs également, c'était que des coupables puissent être désignés pour qu'ils soient responsables et reconnus comme tels de leurs actes. Nous n'avons pas trouvé dans l'entrelac des lois civile et pénale, de quoi mettre en responsabilité quelqu'un. Il faut savoir que cette commission n'a même pas eu accès à la data room de Dexia, donc n'a pas eu accès à tous les documents confidentiels, dits confidentiels de Dexia. C'est pas vrai, dit Mme Marguem. Enfin, on ne va pas chipoter là-dessus. Il y a eu certains documents qui n'ont pas été transmis, certaines séances à huis clos, etc. Mais moi, ce que je voudrais dire sur cette impunité, c'est que cette commission parlementaire Dexia, donc, qui a rendu des recommandations non contraignantes, il y a eu un passage donc, qui a été supprimé dans cette commission, dans le rapport de cette commission parlementaire. Je vais vous le lire. Le rapport pointait la négligence du management dans les analyses de risque, soulignait que la situation en octobre 2008 était bien pire que ne le laissaient présager les données disponibles, ce qui a entraîné des préjudices importants pour tous les participants à la recapitalisation. Il est donc normal que ces derniers demandent réparation, disait le passage supprimé, qui recommandait aux représentants des actionnaires et des entités publiques
impliqué d'évaluer l'ouverture d'une instruction d'un dossier en responsabilité civile, voire des poursuites pénales. Et rien n'a été fait à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, il y a là un gros problème. Il y a des responsabilités dans le chef des gens qui étaient à l'époque des CEO, des grands directeurs généraux, etc., qui sont d'ailleurs partis parfois... Avec des bonus. Avec des solides bonus. Mais je vois que la justice fait son travail. Sur Fortis, on est en train d'enquêter. Ben, c'est intéressant quand même. Ben oui, 5 ans plus tard. Et la question qui se pose, c'est où se trouvent les gens qui, à l'époque, étaient à la tête de Fortis? Où se trouvent les gens qui, à l'époque, étaient à la tête de Fortis? C'est désormais officiel, c'est bien Carole De Boeck qui sera le nouveau patron de Dexia d'ici la fin du mois de juin. L'ex-homme fort de Fortis remplacera donc Pierre Mariani à la tête de la banque résiduelle Dexia. Oui, une page à tourner. Ceci est le moment charnière entre le passé, y compris les 7 mois d'incertitude, et j'espère un bel avenir. Il n'y a eu aucun résultat concret, puisqu'il n'y a aucune régulation bancaire sérieuse qui a été mise en place par le gouvernement belge après cette commission, donc aucune poursuite au pénal, aucune poursuite au civil contre les responsables du fiasco Dexia. Et pourtant, il aurait dû y en avoir. On voit bien que c'est possible de réclamer des comptes aux responsables. En Islande, 2 patrons de grandes banques ont été condamnés à de la prison. Et ça s'est fait suite à un mouvement populaire en Islande pour réclamer la justice et pour mettre fin aux sauvetages bancaires qui sont aux dépens des contribuables, aux dépens de la population. Il y a une volonté assez forte de rester dans le système tel que on l'a construit jusqu'à présent. Et donc pour changer ça, il faut un rapport de force. Donc c'est clair qu'il faut un rapport de force pour imposer des changements au niveau bancaire. Tout le monde savait que les banquiers étaient responsables de la crise. Il s'agissait donc, par une énorme campagne, d'essayer de faire oublier cela. Le problème, ce n'est pas tellement les marchés qui sont en cause, ce sont les États qui sont trop endettés. Nous avons vécu pendant 30 ans dans les économies européennes en augmentant la dette de l'État pour notre propre bien-être. Alors aujourd'hui, il y a un problème. C'est l'État aujourd'hui qui est en cause par son niveau d'endettement, et ça, il faut le concevoir. Et les États. Mais l'endettement a été dû au fait qu'il fallait sauver notamment les banques. Attendez, pas du tout. Non, pas du tout. L'impact de la crise de 2008 sur les budgets de l'État était limité. La réalité, c'est qu'à partir des années 80, on a construit un immense modèle d'endettement, que les banques ont été utilisées pour favoriser ce système d'endettement, mais les marchés n'ont pas de cœur. Quand il faut rembourser, ils deviennent exigeants, ils demandent un taux d'intérêt plus élevé, et c'est ça qui fragilise les banques aujourd'hui. Et il est faux de dire que la dette belge résulte de trop de dépenses publiques. On n'a qu'à voir l'évolution des dépenses publiques par rapport au PIB ces 30 dernières années, on s'aperçoit que ces dépenses publiques restent stables. Ce qui est en cause, notamment, ce sont les sauvetages bancaires qui ont creusé cette dette qui aujourd'hui est remboursée par la population. Bruno Coleman, il a été chef de cabinet du ministre des Finances, Didier Reynders, pendant plusieurs années. Il a eu des responsabilités dans ING. Et donc, il est à la fois professeur d'économie, expert, intervenant de manière permanente dans les médias. Bruno Coleman, qu'on ne présente plus, mais qui est donc économiste chez Roland Berger, ainsi que professeur à l'université l'école de commerce Vlerick. Quoi d'autre? Et à l'UCL aussi. Et à l'UCL. Et à l'ICHEC. Ouf, ton agenda, tu arrives à gérer tout ça? Il passe donc comme conseiller du ministre des Finances et à un autre moment, il est responsable et gestionnaire d'une banque. Une banque ne fait pas faillite parce que les conséquences d'une faillite éventuelle dans l'économie sont d'une telle envergure que tout doit être mis en œuvre pour l'éviter. Une mise en faillite, ce n'est pas l'écroulement total d'un édifice. Quand il y a une mise en faillite, les actifs de la banque sont mis sous la responsabilité d'un curateur qui organise la chose. C'est une faillite ordonnée. Et donc on peut organiser une faillite qui protège ceux qui doivent être protégés et qui font payer le prix de la faillite à ceux qui en sont responsables.
Je suis pour qu'on prenne effectivement des décisions pour changer l'optique des banques. Donc si effectivement il y a une intervention de l'État, il faut changer la manière dont les banques fonctionnent. Et donc elle doit refonctionner à un niveau acceptable, c'est-à-dire essentiellement, en tous les cas si c'est une banque de dépôt, prendre des dépôts et faire des prêts, et des prêts de préférence non sophistiqués. Les détenteurs privés, donc cette poignée de grands actionnaires, a démontré son caractère néfaste, son caractère mortifère, létal pour la société. Il faut dès lors transférer le secteur bancaire vers le domaine public en socialisant la banque sous contrôle citoyen. Il ne s'agit pas, soyons bien clairs, de simplement dire l'État devient l'actionnaire principal. Belfius, qui est une banque qui est issue de Dexia, est une banque à 100% possédée par l'État belge, mais qui maintient Belfius dans un statut privé avec exactement la même logique qu'avant. Belfius prend des risques sur le dos de ses épargnants et risque d'amener la Belgique à devoir la sauver une fois de plus. L'État n'a pas vocation à gérer les banques. J'ai entendu ce matin encore M. Reynders dire, voilà, on n'a pas pour vocation de diriger une banque. L'État n'a pas vocation à être une banque. Mais on sait bien... Et le projet, c'est quoi, Mme Marguem? Est-ce que c'est attendez, je pose une question. Est-ce que c'est conserver cette banque pour en faire une banque publique qui va aider l'économie réelle, les PME, etc., les communes, ou bien c'est qu'elle retrouve des couleurs de la santé, puis hop, on la vend Vous me privée. faites la réponse, M. Marois, effectivement, et M. Gilles Quinet le sait bien. La capacité de l'État à gérer les choses économiques est mise en doute. Mais si on prend l'exemple simplement des situations des banques en Belgique, on reprend le cas de la CGER, on reprend le cas de la Banque des communes, qui ont fonctionné pendant plus d'un siècle de manière stable, sans être assistées par l'État, voire même au contraire en occasionnant des rentrées, je dirais, pour l'État. Elles ont fait la preuve de leur stabilité sur le long terme. Et dans les années 90, elles ont été mises dans des mains privées, en suivant en cela un grand mouvement de privatisation. Et une quinzaine d'années plus tard, ces mêmes banques viennent appeler l'État à l'aide pour des plans de sauvetage. Alors, si en plus d'un siècle, ces banques, sous forme étatique, para-étatique, ont prouvé leur stabilité et qu'en 15 ans, elles ont fait la preuve de leur, non seulement instabilité, mais d'un échec flagrant, comment peut-on, au regard de cet exemple, conclure que l'État n'a pas vocation à gérer une banque? Cet exemple-ci, en tout cas, tendrait, si une leçon doit en être tirée, tendrait presque à prouver le contraire. Il faut une vraie logique de service public, c'est-à-dire comme on l'a dans le secteur de la culture, quand elle est publique, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, c'est-à-dire qu'on poursuit une logique de on sert les intérêts de la population et on mène des activités qui respectent les intérêts de la population. On ne fait pas n'importe quoi dans l'enseignement public, on ne fait pas n'importe quoi dans les hôpitaux publics. On ne fait pas du commerce d'organes dans les hôpitaux publics parce que ça rapporterait un maximum d'argent. Non, c'est interdit. Dexia Banque Belgique devient dorénavant Belfius, Banque et Assurance. Un nouveau nom, mais un nom qui traduit Belfi, que nous sommes une organisation financière, une institution financière d'origine belge, avec un ancrage belge, avec un actionnaire belge, appartenant à l'État, et qui donne la solidité que nos clients cherchent. Le signe égal en mathématiques, il traduit la façon dont nous voulons faire nos produits, comment on voit la relation avec nos clients. Cette égalité qui est tellement importante, pas d'arrogance de la banque.
Donc, pour réussir dans la vie, il faut tricher, il faut mentir. Mais pas toujours. Hein. Pas toujours. Mais alors pourquoi est-ce que tu ne commences pas tout de suite à ne ni tricher ni mentir et réussir? Mais parce que tu vois, c'est plus facile en trichant et en mentant. Toi, ça ne t'ennuie pas de tricher? Pas du tout. Non, parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui le font. Oui, c'est quelque chose que tout le monde fait, donc, à la limite, nous ne devons pas se sentir coupables. C'est plus fort que nous. Ah, explique un peu On ce que ça ne veut sait pas dire. faire sans tricher un jour. Explique-moi un peu, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est plus fort que nous? Plus fort que nous. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est toi qui décides. Il n'y a rien en toi qui soit plus fort que toi? Ah bah, moi... Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis « c'est plus fort que moi », c'est plus fort que nous? Il n'y a que toi qui est en toi. Il n'y a que toi qui décides de ce que tu dois faire ou pas. Oui. Il n'y a rien de plus fort que toi.